article rédigé par des membres du Meilleur des Mondes. Un article d'André Glucksmann, paru dans le Herald Tribune en 2003, et un article de Bruno Tertré, paru dans Libération en 2004. La revue Le Meilleur des Mondes connaît bien les néoconservateurs extrémistes qui ont fondé le PNAC, William Kristol et Robert Kagan, puisqu'elle y fait référence dans plusieurs de ses articles et dans l'éditorial de son numéro 9. En 2004, le PNAC a adressé une lettre ouverte aux chefs d'État et au gouvernement de l'Union européenne et de l'OTAN pour dénoncer le régime autoritaire russe. Parmi les signataires de cette lettre, on trouve Pascal Bruckner, André Glucksmann, Bernard Kouchner, qui sont respectivement membres, fondateurs et sympathisants du Meilleur des Mondes. Loin d'ignorer ce projet pour le nouveau siècle américain dont parle Ben Perry, les néoconservateurs français qui ont fabriqué ce documentaire et qui y sont montrés soutiennent directement le PNAC, comme Bruckner, ou sont proches de gens qui soutiennent le PNAC, comme Wittkin, Bacharan et Val. Non seulement les propos de Ben Perry ont été délibérément détournés pour nous faire croire à une invention de sa part, mais en plus, ceux qui ont opéré cette manipulation sont directement liés à ce que Ben Perry dénonce. Ce documentaire de propagande cherche à instaurer une nouvelle réalité qui recouvre la réalité insupportable du mensonge américain. Les faits et la réalité du 11 septembre, interprétés d'un côté comme un complot islamiste et de l'autre comme un complot du gouvernement américain, ces faits et cette réalité sont simplement ignorés et recouverts par une construction imaginaire, un récit fantasmé qui masque la réalité dérangeante. Alors que Bernays vend un produit en l'insérant dans la chaîne des représentations mentales du public, la théorie du complot islamiste est ici légitimée à l'aide d'une réalité virtuelle, d'une image artificielle imposée comme prédominante par rapport au réel. Cette structure psychotique est installée par des stratagèmes et des mécanismes tels que le dénigrement, la réduction, l'amalgame, la dénégation, le déni et la projection. Dénigrer ses opposants est une stratégie très prisée, notamment dans les cours de récréation, qui permet de saboter le débat en disqualifiant l'autre par une attaque ad hominem. Au fond, la théorie du complot, c'est une clé qui nous ouvre le monde et qui nous donne l'impression d'être plus intelligents que les autres. Cette ruse fait ici figure d'argument dans la bouche de ce présumé philosophe, qui intervient dans un documentaire de société sur une chaîne de télévision culturelle. Peut-on sérieusement dire à quelqu'un « tu dis ça parce que tu te crois plus intelligent ?» On peut douter du poids de cet argument dans un débat sérieux, et ce n'est sans doute pas avec ce genre d'argument qu'on obtient le titre de philosophe, dont Bruckner se prévaut pour mieux nous faire avaler ses paroles. Dans les théories du complot, il faut poser une bonne fois pour toutes que l'Amérique a toujours tort. Elle a toujours tort et elle a toujours de mauvaises intentions. Même si la quasi-totalité des livres et des films qui exposent la théorie du complot gouvernemental sont écrits et réalisés par des Américains, Nicole Bacharan, qui écrit aussi des livres pour enfants, nous dit que ceux qui remettent en cause la théorie officielle seraient des racistes, qui auraient des a priori négatifs sur les Américains. Là encore, on peut douter du poids de cet argument du racisme anti-américain, face aux nombreux citoyens américains qui soutiennent la théorie du complot gouvernemental. Quand on diabolise un phénomène au point de dire on n'a plus de pouvoir, ils ont tous les pouvoirs, ça veut dire que qu'on ne croit pas au changement démocratique. À nouveau, l'intervenant prestigieux se donne automatiquement raison par opposition, en affublant l'autre de tares supposées, tout en esquivant la nécessité de devoir argumenter la pertinence de sa propre opinion sur le sujet. Pascal déclare « ils disent ça parce qu'ils se croient plus intelligents », Nicole répond « ils disent ça parce qu'ils sont racistes », et Philippe renchérit « de toute façon, ils ne croient pas à la démocratie ». La réduction à des stéréotypes courants permet de vider une idée de sa substance et de la méconnaître, en l'identifiant à un concept déjà apprécié et catégorisé. Ce mécanisme participe de la construction d'un nouveau réel par la transformation du langage et des mots utilisés pour désigner l'idée considérée. La mécanique est toujours la même. On pointe du doigt un ennemi unique, capable du pire, c'est l'Amérique. Le grand Satan version française. L'expression « le grand Satan », d'habitude utilisée par les islamistes pour désigner les États-Unis et leurs alliés, est ici placée dans le discours de ceux qui accusent le gouvernement américain de mentir, ce qui permet d'insinuer qu'ils sont proches des islamistes et qu'ils tiennent le même discours anti-américain radical. Pour beaucoup de manifestants, la cause est entendue. Puisque les raisons de l'intervention ne sont pas claires, c'est forcément qu'il y a quelque chose à cacher. Et si l'Amérique a quelque chose à cacher, c'est donc qu'il y a complot. Les raisons qui ont été avancées n'étaient pas les véritables raisons. Et ça, il n'y a rien de mieux pour étendre à la planète entière l'idée qu'il y a un complot. Le mot complot est utilisé comme un mot épouvantail, à la façon du mot bolchevique d'Edward Bernays. Ce mot permet de disqualifier toute accusation gênante en la réduisant à une fumeuse théorie improbable. Ainsi, grâce à ce que représente ce mot auquel est réduit l'ensemble de leur discours, ceux qui croient que le gouvernement américain a quelque chose à cacher sont placés automatiquement dans l'erreur, car ils croiraient à une fumisterie.
Et c'est vrai que le fait que l'on a décrypté petit à petit, en se donnant énormément de mal, quelles pouvaient être les véritables intentions de ce gouvernement au sujet de l'Irak, ça entretient la paranoïa. Paranoïa est un autre mot épouvantail qui sert à écarter l'idée que le gouvernement puisse mentir, en désignant cette idée à l'aide d'un mot repoussant, infamant et diffamant ceux qui soutiennent cette idée. Il a fallu se donner énormément de mal, décrypter petit à petit les intentions, mais surtout n'allons pas croire que le gouvernement américain ait quelque chose à cacher, sinon nous aurions basculé dans la folie et la paranoïa. L'amalgame s'appuie sur la confusion pour assimiler une chose à une autre. Dès les 10 premières minutes du documentaire, l'équipe de Doc en Stock nous propose ainsi de faire l'amalgame avec les courants politiques extrémistes et l'antisémitisme, sous prétexte qu'eux aussi soutiendraient une monstrueuse théorie du complot. Il aurait été possible de faire la comparaison avec l'attentat d'Oklahoma City de 1995, l'attentat le plus meurtrier aux États-Unis après le 11 septembre, dont certains éléments peuvent faire penser que le gouvernement y ait pris part, ou avec le scandale international des armées secrètes Gladio, dirigées par l'OTAN en Europe à l'insu des États souverains, qui ont ensanglanté l'Europe en perpétrant de nombreux attentats meurtriers sous fausse bannière pendant la guerre froide. Mais pour discréditer à la théorie du complot gouvernemental, il était plus facile d'utiliser la peur de l'extrémisme, en faisant l'amalgame avec des discours bien connus pour leur caractère polémique. La fête de lutte ouvrière, un terrain d'observation privilégié pour comprendre comment fonctionne la théorie du complot. Comme s'il n'y avait qu'une seule théorie du complot, reproduite sur un même schéma, le documentaire nous montre que la croyance à un complot est une caractéristique de l'extrémisme politique, de droite comme de gauche. Les idées de ce parti sont à l'opposé de l'extrême gauche, et pourtant ici, comme à l'extrême gauche, une même obsession du complot est à l'œuvre. Les groupes visés sont différents, mais le principe est le même. La pensée magique de l'amalgame bat son plein. Ils croient à un complot, ce sont donc les mêmes. Mais Lutte ouvrière et le Front National parlent-ils du 11 septembre? Et la théorie du complot gouvernemental parle-t-elle du capitalisme ou des juifs? On peut se demander jusqu'où peut aller l'amalgame. De nombreuses personnes dénoncent ce qu'on pourrait appeler de même un complot. Celui-ci aurait pour but l'empoisonnement de l'homme et du vivant par les produits chimiques. Par exemple, Corinne Gouget accuse les grandes industries alimentaires d'empoisonner la population avec l'aspartame et les additifs alimentaires. Marie-Monique Robien accuse Monsanto d'empoisonner la planète avec ses produits, pendant que les gouvernements laissent faire. Sylvie Simon accuse l'industrie pharmaceutique d'empoisonner les malades avec ses médicaments et ses vaccins. Le docteur André Jarnez accuse l'industrie pharmaceutique d'étouffer les vraies causes et les vrais remèdes au cancer et aux maladies neurodégénératives. Claude et Lydia Bourguignon accusent l'agro-industrie moderne de tuer la vie dans le sol et de détruire la nature. Là aussi, les groupes visés sont différents, mais le principe est le même. Mais doit-on pour autant considérer que ces individus sont anticapitalistes, antisémites et anti-francs-maçons, uniquement parce qu'ils dénoncent un problème qu'on pourrait qualifier du terme de complot? On est bien obligé de reconnaître dans ce faux et dans cette théorie antisémite contenue dans les protocoles des sages de Sion, on est bien obligé de reconnaître ce que l'on nous raconte aujourd'hui sur l'Amérique. C'est exactement la même chose, la stratégie du chaos visant à la domination planétaire. On nous a montré la couverture du livre de Ben Perry et celle du livre de Thierry Messant, mais à aucun moment on n'a débattu de leur contenu. Voici la seule comparaison de fond qui nous est proposée, un faux antisémite. Assimiler la théorie du complot gouvernemental au travail d'un faussaire doublé d'un antisémite réalise une double disqualification, en faisant passer l'idée que cette théorie est de même le fruit d'une contrefaçon, et qu'elle aussi masque l'antisémitisme. Pourtant, plusieurs livres très sérieux, déjà publiés en 2004, se rapprochent beaucoup plus de l'idée d'une guerre déloyale menée par le gouvernement américain, et rendent même plus vraisemblable cette idée d'un complot gouvernemental. Par exemple, des livres de Noam Chomsky, De la guerre comme politique étrangère des États-Unis, Dominer le monde ou sauver la planète, et Le profit avant l'homme, ou encore le livre de Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Même si ce que nous dit Marie qui était vrai, doit-on croire que le complot gouvernemental du 11 septembre n'existe pas, sous prétexte qu'un travail de faussaire peut lui être comparé? Doit-on croire automatiquement qu'une théorie est invalide dès qu'il est possible d'exhiber un faux document qui la reprend? Par exemple, le texte Silent Weapons for Quiet Wars, ou Armes silencieuses pour guerre tranquille, est un montage de différents travaux qui étaient présentés comme un rapport authentique lors de sa publication en 1986. C'est un faux, qui montre pourquoi et comment une élite mondiale aurait intérêt à tuer la majeure partie de la population de la planète et à réduire l'autre partie en esclavage consenti. Alors, sous prétexte que le texte Armes silencieuses pour guerre tranquille est un faux, et qu'il expose un complot meurtrier qu'on pourrait juger similaire à celui de l'aspartame, de Monsanto et de l'agro-industrie, faut-il croire que les combats contre l'empoisonnement par l'aspartame, Monsanto et l'agro-industrie sont dénués de sens?